ils ne sont pas forcément par sionisme messianique, mais par simplement se dire, écoutez, mon avenir, mes petits-enfants ne vivront pas en France, et je vois que je suis pas sûr on va me protéger réellement, et je suis pas sûr, je vois pas comment mes enfants pourraient évoluer en France sans qu'il y ait une marginalisation sociale, sans qu'ils aient besoin de se cacher. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dov Maimon, le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs, je salue aussi Solal Oui. à la technique et vos amis. Bonjour et bonne journée. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Dov, en consultant ne serait-ce que votre page Facebook, on se rend compte que vous êtes extrêmement préoccupé par les enjeux qui se dressent en ce début d'année civile pour l'État d'Israël, mais aussi pour le monde juif en diaspora, par rapport au dernier développement, on va le dire, la résurgence de l'antisémitisme, qui s'est traduit en particulier par l'attentat meurtrier et très traumatisant de Sydney, mais aussi donc bien entendu la volonté, les projets d'Aliyah qui pourraient être ceux du gouvernement israélien. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le point sur vos aspirations et les enjeux que vous souhaitez décrypter en particulier autour de ce dossier. Voilà, nous avons beaucoup d'inquiétudes et il est important justement de faire un peu le clair, prendre de la hauteur, comme d'habitude, essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans tout ce brouhaha, dans tout ce vacarme, essayer de trouver les signaux par rapport au bruit. Alors la première chose qu'on sait, c'est que le massacre de Bondi à Sydney a entraîné une prise de conscience un peu partout dans le monde. Et les gens commencent à se dire ce qui s'est passé à Bondi peut aussi se passer à Montréal, ou à Ottawa, ou à Paris, ou ailleurs. On a eu une autorisation de tuer les Juifs, et le courant et la rhétorique qui est autour de ça fait que en fait les Juifs deviennent presque l'ennemi de l'humanité, et ça donne un droit de tuer. Donc on attend évidemment que les gouvernements prennent en charge et commencent à protéger. On a vu des discours de politiques français vraiment qui le disent. On le voit aux États-Unis. On voit le grand changement, c'est le grand rabbin Reuven Feinstein, le fils du grand Moshe Feinstein, du Higrot Moshe, qui a appelé tout simplement les Juifs à préparer leurs valises et partir en Israël, en disant il est temps, c'est un grand mouvement. Il y avait 1 million de personnes en 1948, aujourd'hui 8 millions de Juifs qui sont en Israël. Ça veut dire que le mouvement divin est quelque part en route. Il est temps de rentrer là-bas. Ça veut dire qu'on sent aussi à New York. On a vu les Juifs syriens de New York qui ont acheté 200 appartements au centre de Jérusalem. Ils sont groupés en groupement d'achat. On voit des initiatives un peu partout. Donc on comprend qu'il est possible qu'il se passe quelque chose qui fait accélérer les choses. Voilà. Alors maintenant, les choses restent au niveau du gouvernement israélien. On a aussi un certain sentiment il y a peut-être une opportunité. Si tout à coup on sait que le million de Russes qui sont venus en Israël ont apporté un miracle à la société israélienne. Donc s'il y avait tout à coup des centaines de milliers de Juifs, c'est pas quelque chose de complètement aberrant. J'en parlais encore hier avec différents responsables israéliens. J'étais hier avec le maire de Jérusalem qui lui aussi souhaiterait bien voir venir des centaines de familles à Jérusalem. Évidemment, Jérusalem est une ville chère et c'est pas tout le monde qui peut y arriver, mais il se passe une volonté de se dire il se passe quelque chose et il faut encourager ça. Alors, donc il y a déjà des tendances. On va parler plus spécifiquement de la France qui nous intéresse bien entendu, mais il y a déjà des tendances. On a vu les résultats de l'Aliyah pour l'année 2025 ont été extrêmement encourageants. En tout cas, on est passé une augmentation de plus de 45%. On a dépassé le seuil des 3000 olim. Est-ce que vous avez premièrement, est-ce que vous avez le sentiment que la tendance va s'accentuer pour l'année 2026 ? Et la question clé, on va dire, la question à $1 million, c'est de savoir comment on suscite, on va dire, plus d'intérêt pour l'État d'Israël au sein de la communauté juive, par exemple en France, pour passer ces données de 3 000 à 5 000, 8 000, comme cela a été le cas à l'époque, tout de suite après les attentats de 2015. Tout à fait. Donc ça bouillonne, on n'est pas encore passé un point de basculement, mais on a compris qu'il est possible, avec n'importe quelle chose, on espère que ça se passera dans les bonnes conditions et pas dans des mauvaises, que les gens comprennent que la situation en France est politique et économique et culturelle. Les gens se disent, je vous le dis comme ça, parce que j'ai un étudiant qui s'appelle Yoel Halali, extrêmement brillant, et qui a fait des dizaines d'interviews pour interviewer les gens des études qu'on appelle qualitatives, et peut-être qu'on va faire aussi
aussi des sondages et demander aux gens quels sont les blocages, qu'est-ce qui se passe. Et les gens disent, il faut sortir son argent de France quelque part. On dit des choses quand même assez simples, les choses le disent assez crûment. Et les blocages, on les connaît, hein, mais je vais en reparler quand même. La barrière linguistique qui peut être dépassée si on commence à apprendre l'hébreu avant de partir. Et on voit que les gens qui maîtrisent l'hébreu, évidemment, c'est pas seulement la langue, c'est aussi de savoir comment parler avec les Israéliens. C'est aussi, on connaît cette différence de politesse, etc. Donc il faut savoir, les Israéliens sont souvent des fonctionnaires faits en fer trempé d'acier. Et puis, mais quand on switch en leur parlant au niveau humain, et tout à coup ils deviennent très gentils et vous sont accueillants. On a le coût de la vie, c'est pour tous les Israéliens. Même si vous avez annoncé, Daniel, que la situation économique va bien, mais l'écart social doit changer, on doit diminuer le coût de la vie, et c'est possible. Hein, ça, normalement, après chaque guerre, on a des grands plans sociaux qui font que il n'est pas possible que quelqu'un qui a combattu ne peut pas avoir accès à un logement, etc. Donc ce prix du logement, c'est un des points centraux. Cette idée de gens qui veulent essayer de faire des groupements d'achat pour acheter ensemble, pour réussir à diminuer les prix, pour une alia qualité, je dirais communautaire. Vous voyez, des gens qui viennent ensemble, un peu comme l'alia de groupe de Shalom Var qu'on connaît bien, mais aussi des initiatives privées qui vont dans ce sens-là, où tout à coup, c'est ça qui va. Parce que un des grands problèmes du holé, de l'immigrant, comme dans le monde entier, c'est la solitude, en particulier pour les personnes qui sont des jeunes retraités. Et là, il faut créer aussi des activités pour ces gens-là. On a aussi cette crainte du déclassement social. Donc, ce qu'a pu voir mon étudiant, c'est qu'il a vu quand même un peu ce qui se passe au niveau de quelles sont les inquiétudes. Évidemment, on a des propositions à faire au gouvernement pour essayer de mettre un frein à tout ça, pour aider les gens. Pour l'instant, c'est encore difficile. Les gens ont du mal à vendre leurs biens immobiliers. Les gens ont du mal et ça sera évidemment difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il est possible que c'est toujours, on se rappelle, l'immigration est toujours une conjonction de facteurs répulsifs, facteurs attractifs. Tout peut changer très 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 vite. On espère qu'Israël va mettre aussi en place des moyens, notamment d'accès à la propriété et à des locations à des prix accessibles. C'est ce qu'on voit avec certaines organisations qui commencent à se mobiliser et les plans du gouvernement pour aider à l'aide locative pour les gens qui vont s'installer dans la périphérie israélienne. Ça va être une très très bonne idée. On va avoir des grosses communautés francophones qui vont aider aussi. C'est un pionnier de venir en Israël. Quand on vient en Israël, on participe à la construction. Ça s'est pas arrêté en 48, la construction du projet. Elle continue encore plus aujourd'hui. Alors justement, elle continue. Mais lorsque vous parlez d'Alia, et c'est un de vos récents posts qui sont peut-être alarmistes en tout cas, c'est-à-dire vous dites que l'Alia n'est ni un rêve ni une fuite, c'est une décision rationnelle prise par des familles socialement intégrées en France face à l'effondrement des garanties éducatives et institutionnelles en Europe. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et vous dites que c'est en fait le résultat d'une enquête poussée que vous avez menée au cours des derniers mois en particulier, ou peut-être même plus, au sein de la communauté juive de France. Expliquez-nous un peu. Voilà, alors j'ai parlé de deux choses. La crainte institutionnelle, je vais le traduire en langage très simple, les gens n'ont pas forcément confiance. Et je vous dis, c'est des témoignages, hein, c'est pas moi qui le pense, c'est pas une opinion, c'est des chiffres. Les gens n'ont pas forcément confiance que la police va pouvoir les protéger, l'État va pouvoir les protéger. On sait que la police ne peut pas protéger tout le monde, elle a pas protégé Sarah Halimi, elle peut pas protéger la petite gamine à Courbevoie. On sait que la police, on sait aussi que la France, et ça a été noté par l'ambassadeur américain en France et aussi dans mes rapports au gouvernement israélien, ne fait pas beaucoup de poursuites pour les gens qui ont fait des actes antisémites. Peu sont poursuivis et encore moins sont condamnés je vous arrête sur ce point. Avec des peines lourdes. Je vous arrête sur ce point. Sur ce point, c'est important parce que c'est probablement l'un des changements par rapport à ce qui s'est passé en 2015. En 2015, après les attentats, après Charlie, après l'hypercacher, on avait le sentiment que les autorités françaises faisaient leur maximum pour juguler cette vague d'antisémitisme, pour protéger la communauté juive. Ce sentiment, il s'est effrité ? Voilà, c'est en tout cas les témoignages que disent les gens. C'est aussi, comme j'ai dit, lié au fait qu'on s'aperçoit qu'au niveau de la poursuite des actes antisémites et des gens qui font des actes antisémites qui sont vraiment poursuivis et punis, c'est quelque chose qui est un grand changement, bien sûr. Donc c'est le côté
c'est ce qu'on appelle l'institutionnel. Est-ce que l'État est avec nous? C'est ça qui va déterminer la pérennité d'une communauté à travers le monde et à travers l'histoire. Le deuxième point, c'est, quand je dis éducationnel, ça veut dire, est-ce que nos enfants peuvent aller librement dans les grandes universités en France sans s'en sentir exclus, marginalisés, parfois sortis des groupes WhatsApp, etc. On a des dizaines et dizaines de témoignages de jeunes qui souffrent dès qu'on apprend qu'ils sont juifs, alors tout le monde se tourne vers eux, etc. Donc cette souffrance-là, eh ben, ça fait que des gens sont rationnellement, ils ne sont pas forcément par sionisme messianique, mais par simplement se dire, écoutez, mon avenir, mes petits-enfants ne vivront pas en France, et je vois que je suis pas sûr on va me protéger réellement, et je suis pas sûr, je vois pas comment mes enfants pourraient évoluer en France sans qu'il y ait une marginalisation sociale, sans qu'ils aient besoin de se cacher, sans qu'ils aient besoin de raser les murs. Alors autant qu'ils soient debout, avec le coût que ça coûte pour maintenant me délocaliser vers Israël. Ça, c'est un grand changement. Lorsque vous faites passer... Il s'agit de familles normatives, des familles même de milieux aisés, privilégiés, qui commencent à s'intéresser à l'Aliyah et qui se disent, écoutez, il va falloir qu'on se délocalise. Alors, lorsque Dov, vous faites passer ce message en France en particulier, au sein de la communauté ou des responsables de la communauté, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils vous disent, Dov, tu es gentil, mais calme-toi, tu mets en péril nos structures communautaires, ou alors ils vont dans votre sens, ils surfent avec vous dans ces conclusions? Alors, il faut faire une différence entre le déclaratif et ce que pensent vraiment les gens. La meilleure chose pour vérifier ce que pensent vraiment les gens, c'est de voir où sont leurs enfants. Et on s'aperçoit que parmi de très nombreux dirigeants communautaires, leurs enfants sont déjà en Israël, sont déjà plus en France, et donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Eux-mêmes ont compris que leur avenir n'est plus là-bas, que maintenant au niveau déclaratif, ils sont dans leur rôle. Il est évident qu'ils doivent d'abord défendre la communauté et ceux qui restent. Après, il s'agit maintenant peut-être de penser un nouveau modèle complètement, Daniel. Cette idée où la communauté qui reste va aider les gens qui veulent partir, qui n'ont pas forcément les moyens, puisqu'on sait que ceux qui sont quand même les plus exposés à la violence, pas seulement à la marginalisation sociale, mais même à la violence physique, sont les gens qui vivent dans des quartiers un peu délicats. Et ces gens-là, il faut les aider, il faut peut-être se mobiliser, créer des grands plans d'investissement qu'avaient fait les Juifs d'Afrique du Sud, où on va construire quelque chose comme des HLM privés. Et il faut construire des choses, leur donner à des locations à prix modérés, à des prix accessibles. Et évidemment, on gardera le bien au niveau des gens qui achètent, qui investissent, mais quelque part, on va diminuer un peu le rendement locatif en faisant des subventions à tous ces gens. Et ça, c'est une nouvelle innovation qu'il s'agit maintenant que la société. Et à ce moment-là, où on verra qu'en France, on a levé un fonds d'investissement de 50-60 millions d'euros, c'est pas impossible, on est loin d'être impossible. À ce moment-là, tout à coup, on pourra négocier différemment avec le gouvernement, avec les municipalités qui diront, ah oui, on a en face de nous des gens sérieux, on va devoir pouvoir négocier, proposer des matchings, on va proposer des avantages, peut-être même des exonérations fiscales, etc. Mais il faut quand même venir avec quelque chose qui montre qu'on s'engage et qu'on a envie de se prendre en charge. Ça, c'est très important. C'est ça qui change la culture d'assister, ce qu'on voit souvent chez les Français par rapport à la culture américaine et israélienne, qu'une culture d'initiative privée. Alors, et ça, d'une certaine manière, on peut dire qu'au sein de Kalita, on est actif dans ce domaine, effectivement. Mais alors, je voudrais, pour terminer notre conversation, avoir clairement votre appréciation. L'année 2026, c'est une année, ça risque d'être une année charnière en termes d'Aliyah et de déplacement de la communauté juive, en particulier en France, mais aussi dans les communautés occidentales. Pour l'instant, les chiffres sont extrêmement encourageants. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent des dossiers. On va voir un peu les résultats de ce qui va passer aux élections du 21 mars 2026, bien entendu. Et c'est là d'ailleurs que le 22 mars, ça va être aussi l'ouverture de la présidentielle. Donc ça va beaucoup jouer au niveau de la politique interne en France. Mais d'une manière générale, on voit que le mouvement est lancé. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse l'arrêter aujourd'hui. On ne voit pas très bien les changements. Ce qui est le fondamental, c'est les changements démographiques, les changements économiques et politiques, et finalement la résurgence d'antisémitisme. Ces trois courants-là ne sont pas en train d'être amoindris. On ne voit pas quel est le gouvernement, quels sont les pouvoirs en place qui pourraient être capables d'arrêter ces trois choses dans lesquelles qui sont des tendances fortes. Et les Juifs ne sont pas des armes, même si on va bientôt fêter Tou Bishvat. Les Juifs ont des pieds, en général se délocalisent vers les endroits où il y a plus de méritocratie, plus de démocratie, plus de protection des minorités et plus de possibilités de s'épanouir
et d'avoir plus d'opportunités économiques et intellectuelles et à tous les niveaux, oui. Donc on a un mouvement, ce sera peut-être l'année charnière, on va peut-être voir tout à coup un grand mouvement, ça sera évidemment une bénédiction pour les Juifs de France, une bénédiction pour Israël, et on est une communauté transnationale, se rappeler qu'on n'est pas, quand on quitte la France, ça ne veut pas dire qu'on a quitté la France dans nos cœurs, on emmène la France avec nous, et la France continue à œuvrer et vivre à travers nous, même si on s'est délocalisé physiquement, et on a de la peine, mais c'est comme ça que ça va apparemment va devoir se passer. Il faut encourager les choses pour que ça se passe dans les bonnes conditions et dans les meilleures conditions possibles, oui. Eh bien, merci beaucoup, Dr Dov Maimon, chercheur éminent au sein du GPPI, l'Institut pour la politique du peuple, l'ensemble de la politique du peuple juif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir donné ces orientations en ce début d'année civile 2026 pour cette année qui donc pourrait être une année particulièrement déterminante et charnière pour l'ALIA et également pour l'intégration des communautés juives de diaspora en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dov. À bientôt.